Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Dans le Larousse, homotourisme, on trouve la définition suivante. Action de voyager, de visiter un site pour son plaisir. Homo-voyage, action de voyager, de se rendre ou d'être transporté en un autre lieu. La nuance est infime. Elle dit la nonchalance du touriste, souvent agent économique, qui visite, qui fait le Vietnam, les États-Unis, qui fait l'Argentine, qui dit « Tu as fait le Sénégal, toi ?» Le voyage évoque la lenteur des grands déplacements, pas seulement géographiques, mais de soi. Le vrai voyage, celui qui implique d'aller chercher un bout de conversation au bout du monde, est rarissime. Il est extraordinaire et perturbateur, voire subversif, voire destructeur, pour mieux accoucher d'un nouveau moi, ou pour un temps faire de vous un autre. Le vrai voyage est dangereux, parce qu'il charrie de mécanismes de domination, du rapport à l'autre, à l'étranger, parce qu'il remue, en nous mettant face à l'évidence des relations de pouvoir. Et c'est l'un de ces vrais voyages qu'a fait Gabriel, au micro de Lola Costantini et Caroline Gillet. Je vais vous raconter l'histoire de mon voyage en Inde. Quand j'avais 20 ans, j'ai suivi un ami en Inde pour un voyage de 3 mois et où j'ai vécu d'abord l'inconfort et puis le charme de l'Inde et puis une folie qui m'a hanté pendant quelques années. Alors, le lycée et le collège, ça a été un peu tumultueux, donc j'ai dû faire un établissement en moyenne par an. J'ai pas trouvé ma place et donc on m'a changé tous les ans parce que je voulais plus retourner à l'école. Le dernier lycée que j'ai fait, ça s'appelle le lycée des Petits Champs. J'ai fait la rencontre là-bas d'un type qui s'appelle Paul Van Hersel, avec qui on a développé une relation assez fusionnelle. Et donc on a passé un an ou deux à Paris à écumer tous les cafés, à refaire le monde et tout. Et puis lui, il a eu son bac. Puis une fois qu'il a eu son bac, il m'a dit viens, moi je fais mon voyage, je vais faire un voyage sabbatique dont il me parlait déjà, il savait pas où aller. Puis à un moment, il a décidé d'aller en Inde, donc il m'a dit viens, on part en Inde tous les deux. Et moi je lui ai dit ok, parce que je l'ai suivi, j'ai aucun projet clair, je savais pas du tout quoi faire, je travaillais dans des chantiers pour me faire un peu des sous, mais j'habitais encore chez ma mère, j'étais, on peut le dire, désœuvré. C'était en 2001, ben, j'avais 20 ans pile. Je me rappelle donc d'être complètement dépaysé, d'arriver à Delhi, qui n'est pas forcément la ville la plus agréable, ça a dû changer depuis, mais quand je suis arrivé, je me rappelle de... Moi, je me sentais pas très à l'aise, j'avais du mal à prendre mes marques. Ça a mis peut-être 2-3 semaines avant que je commence à prendre mes marques, puis il faut dire que je suis assez lent à l'adaptation. On est parti de Delhi, on avait prévu de ce qu'on a fait d'ailleurs de passer à Pondichéry, qui est un port, un ancien port français. C'était un peu là où commençait un peu le voyage, puisqu'on commençait à se balader. Et puis les gens nous arrêtaient pour qu'on était deux blancs, pour qu'on passe devant les pas de porte des boutiques, parce que apparemment ils prenaient ça comme une bénédiction, ça leur portait bonheur. Voilà, donc j'ai compris tout de suite qu'on avait un statut de blanc en Inde et que ça voulait dire quelque chose de particulier pour eux. Et nous, on avait plutôt ce désir de se fondre dans la masse pour pas justement être perché sur ce statut de blanc riche et avec plein d'argent. Et voilà, donc nous, on commençait à sentir déjà les premières effluves des canalisations, des rues, et puis le mélange des couleurs. Et puis je voyais aussi que les filles étaient très jolies, que les habits aussi, que finalement, il y avait peut-être des choses à apprendre. Donc on est passé par Madras, je crois. Là, je me souviens d'une chaleur écrasante, des chevaux sur la plage. J'ai des images un peu confuses. On a dû rester un jour ou deux. Et puis là, on arrive donc dans le Kerala, donc qui est dans le sud de l'Inde. Et on arrive dans un bled qui s'appelle Alapi en anglais, Alappuzha en local. Et dans notre programme, on devait y rester une nuit ou deux, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire sinon y passer. Et puis dès qu'on arrive, on se fait rabattre par quelqu'un qui nous dit « Viens dans notre guest house », je sais pas quoi. Donc on accepte, on suit.
Et puis donc on arrive dans une grande maison bourgeoise gardée par des grilles et des bergers allemands. Et puis on reste là et puis finalement on rencontre très rapidement des jeunes qui nous amènent voir leurs cousins et puis leurs copains et puis les cousins des copains. Et donc on a très vite fait de rencontrer tout le réseau. Et puis on décide donc, puisqu'on trouve ces jeunes gens sympathiques, jeunes indiens, jeunes locaux, on décide de se laisser quelques jours de plus. Alors qu'il n'y avait vraiment pas un musée, rien, pas un temple à visiter. C'est vraiment la vie, on va dire, de la vie simple et sans contrainte, juste de voir les amis qu'on venait de se faire, se retrouver près de la plage, manger un petit bout de bœuf, un bout de masala, on était très contents. Parmi les premières personnes que je rencontre là-bas, il y a un type qui s'appelle Ratish, qui m'emmène donc très rapidement chez lui. Et donc on nous installe pour prendre le thé. Et puis là, je vois qu'une jeune fille nous amène le thé, habillée très simplement, très discrète, très gracieuse. Et j'avoue que sur le moment, même si j'avais trouvé déjà les filles indiennes très jolies, j'avoue que là, j'ai eu un sentiment assez saisissant. Je me disais, mais c'est fou, autant de grâce et de beauté incarnée en une seule jeune femme. Et donc voilà, comme j'étais très jeune et avec encore beaucoup de désir de vivre, j'ai l'impression d'être tombé, je crois que je suis tombé amoureux de cette fille. Bindou. Je m'en veux un peu d'avoir été touché dans ce sens-là, mais ce que j'ai remarqué au début, c'était vraiment cette discrétion et le fait qu'elle nous amène donc le thé, des assiettes à manger, etc., avec un grand effacement. Et à la fois, pour moi, elle était très présente puisque j'étais absorbé par sa grâce et sa beauté. Mais c'est vrai que ce côté un peu old school de la femme qui vient de ça m'a touché, je crois, je l'avoue. C'est une fille très timide, en fait, de nature. Et donc, au début, non, on n'échangeait pas plus que ça. Elle parlait anglais, elle poursuivait des études d'histoire. Elle voulait devenir prof d'histoire. Elle donnait déjà des cours, je crois, à l'école du coin. Donc au début, c'était juste une fille comme ça que je voyais un jour sur deux. Et puis très rapidement, ça m'a donné envie de me plonger dans la culture locale. Donc j'ai voulu apprendre le malayalam, qui est la langue du Kerala, qui est une des langues les plus rapidement parlées du monde. Et qui j'ai trouvé comme professeur, donc cette jeune Bindu qui a bien voulu accepter de me donner chaque jour une leçon particulière de malayalam. Donc au début, c'était un peu dur, mais j'avais surtout l'occasion de me rapprocher de cette fille. Bon, alors on n'était pas non plus isolés dans une pièce, puisque là-bas, il faut bien comprendre la culture. Avec le mariage, qui est la clé de voûte de la société, et bien sûr, avant le mariage, on ne fait rien. Et pour ne pas prendre le risque de faire quoi que ce soit, on n'isolera jamais une fille avec un inconnu, un homme en tout cas. Et donc toujours les portes ouvertes, que tout le monde puisse vérifier que tout se passe bien. On prenait ses cours de malayalam. Et j'ai commencé à bien apprendre. Donc les gens autour de moi pensaient, parce que là-bas, quand on parle 4 mots, on parle couramment. Ils reçoivent l'intention comme un truc très positif. Et donc rapidement, ça m'a en plus permis de créer des liens un peu plus tenaces ou plus marrants avec les gens. Ça m'a créé une popularité, on va dire. Voilà. Et c'est là où d'ailleurs le rapport à mon pote s'est un peu changé, puisque lui, qui avait eu passé tout le voyage un peu devant, un peu à initier les choses, là j'avais repris le contrôle, on va dire, sur une zone de mon voyage. J'ai arrêté de subir ce voyage, je commençais à le vivre entièrement. Et donc, moi, plus je m'enferrais dans cette relation un peu fantasmagorique avec cette fille, plus lui exprimait son souhait de partir. Donc, c'est ce qui est arrivé. Donc, il a fini par partir. Et moi, j'ai fini par vraiment tomber amoureux de cette fille. D'une manière quand même assez régulière, j'allais voir Bindu dans la maison familiale. Et je prenais donc ce cours de malayalam avec elle, dans des petits cahiers pour enfants, je me rappelle. Et alors, je sais pas comment décrire la manière dont j'ai d'abord ressenti mon attraction pour elle, puis la manière dont à un moment j'ai décidé de l'exprimer et de peut-être essayer d'avoir mes chances de la séduire. J'avais bien compris en fait que les choses étaient impossibles, puisque voilà, j'avais 20 ans, que on peut pas espérer flirter avec une fille sans se marier avec elle, donc c'était pas forcément le programme que j'avais prévu pour moi. Mais c'est vrai qu'en même temps, l'émotion que je ressentais à chaque fois que je la voyais, qu'à chaque fois que je la voyais pas, grossissait à vue d'œil. Donc je me disais, mais où est-ce que ça va m'emmener? Et je me laissais complètement glisser et je me laissais complètement aller à ce sentiment. C'est-à-dire que j'ai pas du tout mis en avant la raison pour essayer de me dire, fais attention, c'est pas où est-ce que tu vas. Enfin, j'ai pas essayé vraiment de me projeter.
Ma journée type, c'était de se lever aux aurores, puisque là-bas, on se lève avec le soleil, et puis de partir en scout sans casque, donc un sentiment de liberté totale et ultime et absolue. D'être libre, entièrement libre, de faire uniquement ce qu'on veut, bon, avec les moyens du bord, parce qu'il n'y a pas non plus 36 000 choses à faire, mais ça veut juste dire des plaisirs simples, comme d'aller voir les gens qu'on commence à apprécier, d'aller de se retrouver dans ce restaurant qu'on aime tant, aller voir un tel. Voilà, c'est vraiment la vie très simple et sans contrainte. Je commençais un peu à me fondre pour le coup. Je commençais à prendre la mimique de la tête pour dire OK, voilà, qui deux lignes de gauche à droite. Je commençais à bronzer. Alors, j'ai pas poussé jusqu'à m'habiller à l'indienne, mais il y a eu 2-3 fois où je me suis retrouvé en effet en kurta et on se demandait si j'étais indien. Oui, j'ai eu 2-3 remarques de touristes qui quand même voyaient qu'il y avait je n'étais pas un indien comme les autres. Ils me disaient: «Mais est-ce que tu es d'ici? On dirait que tu es indien sans l'être» et cetera. Je fais: «Bah, voilà, tu as tout compris à ma situation». Je pense que j'étais pas préparé à tant de bonheur d'un coup. Je pense que ça a créé une zone de bonheur intense qui a fini peut-être par me monter un peu au cerveau et par me faire croire que tout était possible. Je me rappelle que je dessinais pas mal à cette époque-là, donc je dessinais des portraits surtout de gens, donc ça avait pas mal de succès puisqu'il y avait parfois des files d'attente qui se créaient. Et je me rappelle donc lui avoir proposé, en sachant que ça allait être un moment très particulier, lui avoir proposé de lui brosser son portrait. Et donc ça a été 2-3 heures où j'étais donc sur le porche de sa maison, où je l'ai dessiné, où je l'avais en face de moi. C'était un prétexte merveilleux pour moi pour la dévisager, la dévorer du regard. Et ça a été 2-3 heures assez longues où je me suis appliqué. C'était un de mes meilleurs portraits. Je me rappelle, c'était assez intense. Donc, moi, je la regardais. Je me rappelle que j'essayais de faire traduire dans mes yeux une forme je pense qu'elle devait voir beaucoup de détresse, mais pour moi, c'est beaucoup d'amour que je voulais lui montrer. Voilà, lui montrer qu'elle me plaisait vraiment et qu'elle le comprenne vraiment. Et donc, je profitais de l'avoir en face de moi. Et j'ai fait ce portrait qui, pour moi, ça a été un moment assez clé, on va dire, où vraiment je lui disais dans mes yeux, voilà, il se passe quelque chose. Il se passe, je pense, quelque chose entre nous. Enfin, en tout cas pour moi. Et j'espère que ça sera bientôt entre nous. Et donc très rapidement, il y a quand même ce moment où je lui dis: «Écoute, je vais peut-être partir bientôt, parce que j'ai quand même un voyage à poursuivre. Donc je te donne mon adresse». Et en fait, je lui avais écrit mon adresse sur un bout de papier, mais de l'autre côté, je lui avais écrit un mot en disant: «Écoute, voilà, Bindou», en anglais. Je lui ai dit: «Écoute, Bindou, j'ai des sentiments pour toi». Je sais plus exactement ce que j'avais écrit, mais voilà, je lui disais ça. «Qu'est-ce qu'on fait? C'est sérieux, quoi». Et là, donc, elle a vu l'adresse et puis après, elle a compris qu'il y avait ce mot derrière. Et comme il y avait des gens autour, je me rappelle elle a froissé d'une manière très nerveuse. Elle a eu peur d'être vue et donc elle a froissé ce truc dans sa main. Et c'est là où j'ai compris qu'il se passait aussi quelque chose pour elle. J'ai compris, en tout cas à ce moment-là, que peut-être qu'elle n'était pas complètement insensible à mes charmes. Et en fait, quand même, à partir de là, on a commencé à échanger sur nos sentiments. Donc je lui ai dit, puisque je lui avais écrit, donc on a pu en parler librement, enfin librement, en faisant bien attention que personne nous entende ou nous voit. Mais elle me disait: «Écoute, c'est compliqué». Elle me disait: «C'est très compliqué, on peut rien faire, on est bloqué, t'es blanc, ici enfin, il y avait rien de possible finalement». Moi, à ce moment-là, il faut bien voir que je pense que l'amour, il y a toujours un moment où on tombe amoureux sur une forme de décollement de la réalité. Et donc, à ce moment-là, je me rendais compte de rien de raisonnable et tout ce qu'il fallait vivre, c'était cet amour. Donc, c'est arrivé petit à petit, mais j'avais qu'une priorité en tête, c'est de lui faire savoir mes sentiments et voir ce qui pouvait en découler d'une certaine manière. C'est-à-dire, je voulais vivre ce truc avec elle, en fait. Je savais pas comment, je m'étais pas du tout projeté. Et c'était là, je pense, déterminant pour la suite. Mais j'étais comme un enfant qui voulait absolument vivre cette chose-là, en fait. J'avais pas de projet, sinon de tomber complètement amoureux de cette fille, voilà. C'est dur à traduire, tout ce qui a pu, s'ajouter, les moments qui ont pu s'ajouter les uns aux autres pour arriver à ce point-là. Je me rappelle elle vient d'une famille très pieuse, donc chrétienne, où ils prient, il y a l'heure de la prière chaque soir vers 6-7 heures, où ils se mettent en rond et ils prient, en famille. Elle avait comme destinataire de ses prières l'ange Gabriel. Et donc ça, c'était un hasard pur parce que je m'appelle Gabriel. Donc à partir du moment où elle a compris que j'avais des sentiments pour elle et que j'étais pas que de passage, un touriste de passage, elle m'a dit qu'elle avait pris ça un peu comme un signe du ciel, que tout d'un coup le destinateur de ses prières vienne la voir sous forme de touriste
français et qui se met à avoir des sentiments pour elle, ça a dû la toucher d'une certaine manière. Et je pense que ça a été une porte d'accès aussi à son cœur. Voilà. En fait, je pense juste après le mot, je me rappelle plus de la formulation, mais elle m'a formulé ses sentiments d'une manière ou d'une autre. Donc on a laissé en fait couver nos sentiments dans une forme d'interdit et sous alibi de cours de Malayalam. On n'avait pas le droit, bien entendu, de se toucher ou quoi que ce soit, alors qu'on en avait envie, clairement. Et il y a eu quand même des moments où on a réussi transgressivement à échanger d'une certaine manière, mais ça a été assez érotique, d'ailleurs, pour un épisode ou deux où, par exemple, elle commençait un fruit et elle me le laissait sur le bord de la table pour que je le finisse. Donc, c'était une manière d'échanger nos salives par fruits interposés. Et puis, c'est un moment, finalement, d'un érotisme fou, puisque, voilà, on est aux limites du supportable. Et puis, il y a eu quelques fois où, en effet, on se touchait la main, mais ça a été vraiment très, très peu de fois où je me rappelle qu'elle m'ait touché la main avec le bout de son petit doigt. Ça a été 2 secondes de caresse où sa peau était contre la mienne, où tout d'un coup, on avait accès à un tout petit bout d'échange et de tendresse, mais qui, avec toute l'attente et de la tension qu'il y avait pu avoir avant, paraissait vraiment très intense. Et donc, ça a été des moments très simples et interdits d'échange. Et je pense que ça a participé au fait à la pression et à la demande de résolution de cette tension qui s'installait. Et moi, la manière dont je le vivais, c'est j'en peux plus d'amour pour elle. Elle est trop belle, elle est trop. Il faut absolument qu'on vive cet amour le plus rapidement possible et d'une manière la moins réfléchie possible, si c'est possible. Voilà. Au fur et à mesure que cet amour grossissait, j'ai eu des avertissements, que ce soit mon ami qui était parti et qui me demandait de le rejoindre en disant mais quoi qu'il se passe pour toi, parce qu'il était déjà au courant avant de partir que j'étais amoureux de Bintou. Il me disait quoi qu'il se passe pour toi, réfléchis, tu vas rien pouvoir faire tout de suite. Et si tu as quelque chose à vivre, ça résistera forcément à un retour en France où tu réfléchis la tête froide et où tu reviens pour réaliser un projet si tu dois vraiment vivre cette chose-là. Mais prends le temps, ne fais pas les choses. Ne décide rien dans la précipitation. Et moi, c'était pas du tout mon plan. D'ailleurs, quand j'ai relu mon échange de mails depuis avec lui, j'étais presque conscient que cette histoire, d'une certaine manière, allait droit dans le mur. En fait, dans mon esprit, il fallait que je vive cette chose-là où que ça me mène, en fait. Et j'ai eu cette petite formulation où je lui disais, cette histoire, c'est qu'elle finisse dans un mur, en sang ou en prison, je sais plus, un truc très mélodramatique, je le vivrais quand même. Voilà, donc c'était plus fort que moi. Je pense que j'ai été d'une certaine manière possédé par quelque chose qui avait pris le contrôle de mon système et j'avais plus d'autre choix que de réaliser ce projet. Le fait de ne pas pouvoir assouvir une pulsion physique aussitôt, je pense que ça a dû nourrir cet amour fou. C'est-à-dire, ça a dû le donner vraiment de la vapeur à la locomotive, de se dire que je peux pas la toucher, que je peux pas assouvir ces pulsions. Forcément, a dû gonfler le côté romantique de la chose et la conviction que cette femme était la femme de ma vie. Je me disais vraiment, ça va être la mère de mes enfants et ça va être ma femme. Et c'est celle-là, c'est sûr. Et alors que c'est sûr, je pense que si j'avais eu l'occasion, si la culture avait été différente, peut-être de coucher avec elle dans les semaines qui arrivent, peut-être je serais arrivé à d'autres conclusions. C'est très cliché d'une certaine manière, donc je me suis pas formulé ça. Je voulais rien, de toute façon, je voulais pas m'attarder sur quoi que ce soit qui puisse raisonner, réfréner mes ardeurs. Donc j'étais vraiment lancé comme un train fou dans cette histoire. Et donc, en fait, assez rapidement, je lui ai demandé: «Mais qu'est-ce qu'on fait?» En fait, je lui ai dit: «Écoute, là, je tiens plus. J'ai vraiment un amour pour toi que je peux plus contenir, qui devient un peu, plus grand que moi. Il faut qu'on fasse quelque chose». En fait, je lui ai dit: «Est-ce qu'il faut que j'aille voir ton père pour lui demander ta main?» Donc elle m'a répondu: «Mais mon père ne voudra jamais». Et je lui ai dit: «Bah, alors peut-être que je vais demander à ta mère». Et là, elle m'a répondu: «Mais tu rien compris à ma culture, Gabriel». Et je lui ai dit: «Bon, bah, alors qu'est-ce qu'on va faire?» Et là, elle a cette idée de génie. Elle me dit: On peut fuir, on peut s'échapper». Et c'est vrai que quand j'ai reçu cette idée, je me suis dit: «Mais ça a l'air complètement fou, mais c'est la seule solution, en fait». Elle a raison parce que si ses parents veulent pas, tout ce qui va se passer, c'est que je vais juste partir sans avoir vécu cet amour
qui me paraît fou. Moi, j'avais l'impression d'attendre l'amour depuis mes 3 ans. Moi, je me sentais prêt à tomber amoureux. Et là, enfin, moi, même si j'ai eu quand même quelques histoires avant, mais il y avait quelque chose d'assez fou. Bon, et donc, c'est vrai que dans le récit, on a l'impression qu'il manque un wagon et que mais c'est dur à décrire cet état. C'est un état émotionnel. Donc, ça a été des jours et des jours où je la côtoyais, où je la regardais, où je la trouvais belle et où, en effet, c'est vrai qu'à nos âges, on peut se dire, même à l'âge de l'époque, mais on peut se dire, mais quel est le programme, en fait? C'est quoi le plan? De se marier à 20 ans alors qu'on n'a rien vécu et qu'on ne se connaît pas du tout. D'une certaine manière, peut paraître fou, mais c'est justement c'est ça que je suis en train de raconter. C'est un moment finalement de folie douce, où les barrières de la raison, bon, qui n'étaient pas non plus érigées d'une manière très vertigineuse, mais où tout d'un coup, bah, l'amour a dépassé toute forme de barrière raisonnable. Et donc, elle m'a dit, on peut fuir, et sans avoir 2 secondes imaginé que c'était possible, j'étais d'accord aussitôt en disant, mais bien sûr, c'est ce qu'on va faire. Bon, on a mis quand même des semaines à en parler, à réaliser ce projet, mais tout d'un coup, c'est vrai qu'on s'est organisé. On s'est organisé dans la fuite. Donc, je vais quand même poser 2 3 questions, parce que là, je sentais qu'on passait un cap, on va dire, dans notre histoire. Et donc, j'ai posé des questions, je me suis interrogé, je me suis dit, mais est-ce qu'elle veut, puisqu'on parle de fuite, est-ce qu'elle veut fuir quelque chose de précis chez elle? Est-ce qu'elle est maltraitée? Est-ce qu'elle est malheureuse? Et c'est vrai que moi, je l'avais vue vivre dans son milieu. C'était la seule fille, elle avait 3 frères. Elle était choyée, elle était beaucoup aimée dans sa famille. C'était un peu le trésor de la famille, puisque c'était la seule fille. Et puis, elle poursuivait ses études. Je la voyais plutôt heureuse. Donc, elle me dit, non, moi, il n'y a rien. Elle me disait, moi, je suis heureuse, en fait, dans ma vie. Et si je pars, c'est pour te suivre. C'est pas pour fuir quoi que ce soit. Je voulais que ce soit simplement de l'amour pur, voilà, tout simplement. Et une fois que je me suis bien assuré de ça, bah, j'ai parlé avec elle. Je dis, mais comment on peut s'organiser? Donc, au fur et à mesure des semaines, on a fait un plan où moi je venais régulièrement la voir comme si rien n'était, mais en fait on parlait de notre escapade, de qu'est-ce qu'on allait faire. Donc, ce qu'on avait prévu de faire, ce que j'ai prévu de faire avec elle, c'est de dire au revoir, parce que ça faisait quand même un bout de temps que je restais sur place, dire au revoir à tous mes amis que je m'étais fait, tous les gens que je côtoyais, et puis en fait d'attendre à 100 km Cochin-Ernakulam, qui est une ville, la plus grande ville à côté, d'attendre que la nuit tombe et de revenir en pleine nuit la chercher à 3 heures du matin. Dormir dans l'hôtel le plus proche et prendre le premier train le matin, et puis rejoindre Delhi, demander un visa et de l'emmener aussitôt à Paris. Le plan, c'était nawak. Je pense que j'étais vraiment très pressé de vivre cette histoire, et que finalement ce que j'imaginais n'était pas très précis. Je pense que je me voilais beaucoup. J'essaie de voir ce qui m'arrangeait de voir, en me disant que bah, avec elle, je ferais ce qu'il faut pour la mettre dans de bonnes conditions. Je trouverais un appart, voilà, que ça accélérera un peu pour moi une forme de réalisation personnelle. J'ai dû m'inventer un peu cette histoire-là, parce que clairement, si je m'étais posé 2 secondes pour réfléchir et faire le bilan de ma situation, j'aurais poursuivi mon voyage en me disant, ça aurait pu être une belle histoire, mais soyons raisonnables, épargnons-nous la peine. Voilà. Du coup, donc, les semaines passent et on affine notre programme. Et donc, il arrive le jour où, en effet, bah, il va falloir passer à l'action. Et donc, je dis au revoir à tout le monde. Je me rappelle, c'était un peu déchirant, puisque j'avais passé quand même beaucoup de temps, puis j'étais devenu assez proche de tous ces gens avec qui on vivait beaucoup de bonheur. Donc, je dis un grand au revoir général, et puis on m'accompagne à la gare. Je prends le train pour Cochin-Ernakulam, qui est à 100 bornes. Et puis, une fois sur place, j'ai pas d'autre mission que d'attendre que la nuit tombe. Et donc, ça a été des longues heures où j'attends à la gare, en fait, parce que je sais pas trop, j'avais pas envie de me balader. J'étais un peu angoissé parce que j'étais en train de préparer. Et donc, j'attends devant la gare que la nuit tombe, prendre cette voiture et aller la chercher en pleine nuit. Et donc, dans cette attente, je vois un type qui traîne avec des enfants, qui ont l'air d'être un peu des enfants abandonnés près de la gare. Et puis, ce type vient me voir, parce qu'il me voit attendre. Il dit, bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Et donc là, je lui raconte en fait toute l'histoire. Je lui dis, bah voilà, là j'attends que la nuit tombe, et après je vais aller kidnapper une fille, avec son consentement bien sûr, mais voilà, une fille avec qui on a prévu de se marier sans que ses parents nous donnent la permission. Et là il me dit, écoute, je pense que c'est Dieu qui m'envoie sur ton chemin, ne fais surtout pas ça. Ne fais jamais ça. Appelle-les, prends contact avec eux, explique-leur, mais ne fais pas ça, c'est très grave ce que tu vas faire.
Je crois que tu te rends pas compte. Et je lui dis, bah non, je crois que je me rends pas compte, mais je pense que je sais ce que je fais, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de conseils particuliers. Tu m'as juste demandé ce que je faisais là, je t'ai juste raconté. Donc laisse-moi tranquille. Et puis il a essayé d'insister, et puis il m'a dit, écoute, fais ce que tu veux, mais je t'aurais dit, moi, ce que j'en pense. Je lui ai dit, ok. Donc il est retourné, en fait, il s'occupait des enfants abandonnés. Il avait une association, je sais pas quoi. Et donc, bon, je le perds de vue. Et puis là, ça y est, la nuit tombe. Et donc, je me dirige vers un taxi. Puis là, donc, on fait 200 mètres, 300 mètres. Je lui dis, on va à l'API. Et là, le même type que j'avais croisé devant la gare, en fait, j'ai l'impression qu'il tombe du ciel. En fait, il est au bord de la route, il tombe sur le capot et puis il dit Dango, Dango. Il me dit non, n'y va pas, parce qu'il recroisait ma route là dans le taxi. Et j'ai dit au chauffeur drive, quoi. On y va, on l'écrase pas le type, mais on passe, quoi, parce que sinon on va pas pouvoir y aller. Donc voilà, c'était le dernier avertissement concret que j'ai eu venant de l'extérieur. Je me dis aujourd'hui que ça aurait dû me faire gamberger, mais j'avais déjà eu plein de gens qui m'avaient, enfin plein, les 3, 4, 5 personnes à qui j'en avais parlé m'avaient dit ne fais pas ça. Donc là, c'était juste un ne fais pas ça de plus, et il en aurait fallu beaucoup plus en fait pour entraver mon élan. Et donc du coup, je partis dans ce taxi. Et c'est vrai que je suis dans un état émotionnel assez particulier, puisqu'il y a j'étais quand même plein d'adrénaline, je commençais à me sentir un peu fébrile. Je me dis, mais je suis vraiment en train de faire ce truc. Je vais aller chercher Bindu, bon, que j'aime, je l'aime à mourir, mais je me rendais compte quand même que je faisais quelque chose de particulier. Et puis le taxi, vous voyez que j'étais un peu nerveux. Et puis bon, les routes en Inde avec les trous, les trucs, il me posait des questions, il me disait, mais où est-ce qu'on va exactement? Parce qu'il était tard. Et il me dit, on va voir qui, enfin, je lui dis, écoute, on va chercher une copine à moi et on repart dans l'autre sens, dans un bled dont j'ai oublié le nom aujourd'hui. Et puis il trouvait ça un peu bizarre. Il me dit, mais elle est indienne, est-ce qu'elle est indienne, est-ce qu'elle est européenne, et je lui dis, bon, écoute, oui, elle est indienne, ça va bien se passer, je sentais qui. Et puis moi, avec le stress, en fait, j'ai eu mes oreilles qui se sont bouchées. Et donc, je n'entendais plus rien. Donc, quand il me posait ces questions, j'étais obligé de me tirer sur le lobe pour me les déboucher. Donc, il me voyait, lui, en train de me tirer les lobes et un peu nerveux et en train de lui répondre. Donc, il trouvait ça encore plus suspicieux. Donc, il y a une certaine ambiance dans le taxi qui m'amenait à Alapi. Les oreilles bouchées, le cœur qui palpite, et puis ce chauffeur qui comprend qu'on va faire quelque chose de pas clair. Et donc là, on avait rendez-vous en fait sur une route qui mène à la plage, en face d'une sorte de grande porte en pierre, un peu en ruine, qui donne sur un long, long terrain vague de sable. Et derrière, il y avait l'entrée de son village. Donc je devais l'attendre sur la route, au pied de la porte en pierre, et j'attendais qu'elle arrive. Et donc je demande au taxi d'éteindre ses phares pour pas qu'on me voit en fait en pleine nuit dans le coin. Alors j'avais déjà dit au revoir à tout le monde. Il faut rappeler quand même, se rappeler que c'est un village, enfin que c'est pas que je peux croiser quelqu'un que je connais. Et donc je demande au taxi d'éteindre ses phares. Et là j'attends. J'ai l'impression que c'est une éternité. Chaque seconde passe comme une année. Et il fait nuit, donc j'attends qu'elle apparaisse. Et là je vois donc à 500 mètres. Le long de cette étendue de sable, je la vois se détacher de l'obscurité d'un coup, et qui arrive vers moi, et avec 4 sacs plastiques. Donc c'était les affaires qu'elle avait réunies pour le voyage. Et en fait là, je sens en fait là, j'ai l'avertissement de mon corps et mon cœur qui me dit, mais est-ce que ce serait peut-être pas une bêtise qu'on est en train de faire? Et je me réalise que c'est vraiment en train d'arriver, qu'on est dans cette situation en pleine nuit, en Inde, elle avec des sacs plastiques, avec toutes ses affaires, terrifiée. Et là, je lui demande quand même pour être sûr, je lui dis justement, mais est-ce que tu es sûr? Je lui demande en anglais, est-ce que tu es sûr? Et elle, pour simple réponse, elle me serre mon bras, elle me fait assez mal. De nervosité, elle serre mon bras, elle me dit, j'ai peur. Et je lui dis, bon, alors on y va. Donc c'était un échange un peu absurde, mais comme si le fait d'avoir dit j'ai peur, ça voulait dire oui, et que c'était bon, on pouvait y aller. Moi, dans mon ultime doute, finalement, on était parti, on était dans cette voiture. Et en fait, elle m'a raconté dans le taxi comment elle a fait pour se réveiller, elle, en fait, parce qu'ils dormaient à 3-4 dans une pièce. Enfin, il y avait 2 pièces, ils dormaient à 2-3 dans chaque pièce.
Et donc, elle pouvait pas se réveiller sans réveiller sa famille. Donc, elle avait mis le réveil 1 heure avant l'heure du rendez-vous, donc vers 2 heures du matin. Ça a réveillé toute la famille. Elle a dit: «Ah, excusez-moi, je me suis trompée dans le réveil a sonné accidentellement». En fait, elle avait déjà préparé toutes ses affaires. Elle a attendu que toute sa famille, elle s'était laissée 1 heure pour que sa famille se rendorme après ce faux réveil. Et en fait, elle ne s'était pas rendormie et elle a pris, une fois qu'elle s'est assurée que tout le monde ronflait à nouveau, elle a rassemblé 2-3 sacs plastiques avec toutes ses affaires et elle est partie me rejoindre. Donc ça a été son organisation personnelle pour venir me rejoindre dans cette fuite. Et donc on est dans le taxi affolé. Je la vois très apeurée, donc je mets de manière un peu automatique ma main sur sa cuisse pour la réconforter, et main qu'elle aussitôt qu'elle chasse. Et donc là je me dis: ah oui, en effet on est dans des conditions particulières et ça va pas être forcément très facile. Je savais pas trop dans quoi je m'étais embarqué, mais en tout cas j'avais envie de la rassurer. Je comprenais que les moyens classiques, il allait falloir que je trouve d'autres moyens. J'allais pas pouvoir la rassurer avec un gros câlin. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Ça y est, on est parti dans cette course qui sera pas simple, qui sera pas du tout fluide, mais qui sera très intense. Et le programme, donc, c'était de prendre un hôtel dans un bled dont j'ai oublié le nom aujourd'hui, pour pouvoir, depuis ce bled, au petit matin, prendre le premier train pour Delhi. Et donc, c'est ce qu'on fait. Alors déjà, dans la voiture, on se demande qui va enregistrer. Parce qu'elle me dit, tu sais, c'est pas légal de rester dans la même chambre d'hôtel sans être marié. Donc, elle se demandait s'il valait mieux déposer la chambre à mon nom, présentant mon passeport, ou au sien. Je crois qu'on a décidé finalement de le faire à son nom. Elle avait été un tout petit peu plus âgée que moi, 23 ans. Moi, j'avais 20 ans. Elle devait en avoir 22, 23. Ouais, 23 ans, je crois. Donc on arrive dans l'hôtel, on était mort de peur, on pensait qu'on allait se faire arrêter en fait. Dès qu'on entendait une sirène ou quelque chose, un bruit, on pensait que c'était pour nous. Et avec bien cette conscience de faire quelque chose d'illégal et d'interdit. Et surtout, moi je me rendais compte, puisqu'on était déjà avancé dans la nuit, que très vite le matin, ses parents allaient se réveiller sans elle, et ça, toute sa famille allait se réveiller sans elle. Donc j'y pensais pas tout le temps, mais c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit en me disant: ok, on est embarqué quand même dans quelque chose de particulier. Ça impliquait plus de choses pour elle que pour moi, mais au final beaucoup pour moi aussi, puisque j'avais cette femme à charge, et j'étais responsable de son destin. Puisque ça m'avait été formulé par elle avant de fuir. Qu'est-ce que ça impliquait, cette fuite? C'est-à-dire que pour elle, c'était un non-retour. Le fait de présenter à sa famille le fait accompli, qu'elle s'enfuit avec un blanc sans autorisation, sans rien, c'est, d'un point de vue culturel là-bas, une mise en danger. C'est-à-dire que, puisque là-bas, tout est basé sur l'honneur, et pour elle, ça voulait dire que j'étais le bon, et que elle pouvait pas revenir dans sa famille en disant j'aurai une seconde chance. C'était la honte, ça allait être la honte sur la famille jetée en entier. Donc c'était rédhibitoire. C'est-à-dire que c'était si j'assumais pas Bindou, je pouvais pas la renvoyer chez elle. J'étais obligé de vivre cette histoire avec elle. Donc on finit par s'enregistrer. Alors je sais plus, je crois qu'on a enregistré à mon nom, sans être sûr finalement que ce qu'on faisait était très légal. Et donc on avait peur que le type de l'accueil te prévienne les flics. On n'était vraiment pas sûr de pouvoir s'en tirer si bien. Et puis en fait, bon, la nuit passe, on dort dans la même chambre. On n'a pas eu d'échange physique. Je crois qu'on a dormi côte à côte de manière très sage. Je crois on s'était embrassés, qu'il y a eu quelques échanges, mais clairement, on n'allait pas avoir une relation charnelle. Elle n'était pas prête, puis elle voulait vraiment se marier, en fait, avant de passer à l'acte. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, bah, il faudra prendre le temps. De toute façon, on a toute une vie maintenant pour s'entendre. Bon. Et donc, on est parti pour le train. On a pris ce train, et dès le début, dans le train, j'ai compris que ça allait pas être simple. Donc, on s'est des trains couchettes. C'est 3 jours de voyage. Et il faut savoir que le train, c'est une ambiance particulière, puisque on passe tellement d'heures que ça finit par devenir un voyage en soi. Il y a une proximité qui se crée avec on voyageait pas en première classe, qui se crée avec les locaux. Et puis, ça devient une mini-vie, en fait, une mini-ville, un village dans le train, avec tous les vendeurs de thé, de nourriture, de choses. Il y a vraiment une ambiance très particulière dans ce train, qui va pas très vite,
Et donc les gens posent des questions, sont toujours très curieux de savoir qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Et là, on savait pas trop ce qu'on devait raconter justement, tous les 2. Mais ce dont je me rappelle, c'est que la première nuit, en fait, on était un peu frustrés de pas pouvoir, être proches devant tout le monde, parce qu'il fallait pas qu'on montre notre, union interdite, aux voyageurs. Et donc malgré tout, dans la nuit, je suis allé la rejoindre sur sa couchette. Donc on a passé la nuit ensemble dans la couchette en me disant qu'au petit matin, je m'arrangerais pour me réveiller assez tôt pour, discrètement rejoindre ma couchette, pour pas qu'on nous voie ensemble, allongés l'un à côté de l'autre. Et bien sûr, en fait, j'ai pas pu me réveiller à temps, donc on s'est fait réveiller par des cris de gens qui trouvaient ça insupportable qu'on partage la même couchette, et je crois qu'on la traitait plus ou moins de fille de petite vertu, et puis des amis, enfin des gens avec qui on avait lié connaissance, défendaient, donc ça a créé un débat, finalement de société donc on est dans cette voiture, et parce que tout d'un coup, une fille lui disait: «Mais tu sais pas ce qu'il va faire de toi après, mais vous, qu'est-ce que vous faites?» Mais ça parce qu'elle avait expliqué du coup ce qu'il en était. Bintou avait expliqué: «Ben voilà, on est ensemble et on va se marier» et cetera. Et déjà donc ça a créé des désaccords, et puis les gens, je sentais qu'il y avait une tension dans le train, où, les gens nous regardaient un peu bizarrement, et puis à la fois des gens qui nous défendaient. Enfin voilà, il y avait une ambiance particulière. Et c'est vrai que j'ai vu ses premières larmes à Bintou, elle me disait: Mais qu'est-ce qui m'assure? C'est vrai que tu vas pas m'abandonner un jour, parce que si tu m'abandonnes, clairement, j'ai ma vie est finie. Donc moi, je me rendais compte petit à petit, même si j'étais prévenu avant, qu'en effet, j'avais cette responsabilité-là. Et c'est vrai que je commençais à pressentir que mes épaules n'étaient peut-être pas assez larges. Mais c'était pas le moment de s'attarder là-dessus. Il fallait se marier d'abord, et puis il fallait arriver à Delhi, avant tout. Donc on arrive à Delhi après, 3 jours de voyage. Et donc on prend un hôtel à Delhi. Ça devait être le week-end parce qu'il fallait attendre 2-3 jours, pour que l'ambassade ouvre, et se pointer à l'ambassade de France pour, expliquer notre projet, puis obtenir ce visa. Et du coup, on arrive à Delhi, on prend une chambre d'hôtel. Je suis en train de me demander ce qu'on faisait de nos journées, mais je crois qu'on se baladait, on allait manger, on parlait, voilà, une vie plutôt simple et plutôt agitée, puisqu'on apprenait à se découvrir en fait en direct. Donc ce qui m'a marqué, c'est la première fois où on a mangé ensemble à Delhi, un midi, le 1er déjeuner, où en fait on avait commandé 2 assiettes dans notre chambre d'hôtel, et puis donc on mangeait, je me rappelle, par terre, et puis elle m'a tendu en fait sa première bouchée de son assiette, pour que je la mange. Et je lui dis: «Bah, moi j'ai la même chose que toi, vas-y mange, bon appétit». Et elle me dit: «Non, maintenant, puisqu'on est ensemble, la première bouchée de mon assiette sera pour toi». Et j'avais trouvé ça très, très romantique et très beau, et je me suis dit: «Bah, voilà, j'ai bien ma femme en face de moi», et je trouvais que c'était très charmant. En fait, ce qu'on a fait, c'est à Delhi, on s'est dit: «Là, on n'est pas en bonne situation pour se marier officiellement, donc faisons une sorte de cérémonie officieuse entre nous, où on se marie vraiment comme ça, de manière informelle, tous les 2 dans cette chambre d'hôtel». En fait, là-bas, pour se marier, ils n'ont pas de bague, ils se mettent un collier. Donc le mari met un collier, autour du cou de sa femme, sa promise. Et du coup, j'avais acheté ce bijou pour pouvoir unir notre amour et faire les choses, selon sa culture à elle, voilà. Et donc je lui ai passé le collier autour du cou, et voilà, on était mariés, d'une certaine manière, entre nous. Je crois que c'était un moment plein de silence, en fait, donc c'était assez beau. Je me rappelle pas on soit dit juste après: «Ah, je suis super content qu'on soit mariés de cette manière-là». Non, je crois que c'était un moment très solennel et très, humble, en fait, et très silencieux, où juste je lui ai passé ce collier, et on a dû s'embrasser juste après, et sans voilà, épiloguer plus longtemps sur le sujet. C'était aussi une manière finalement au-delà du romantisme de la situation, c'est une manière aussi de rattraper, de réparer une forme d'illégalité, puisqu'elle s'était échappée de chez elle sans autorisation. Donc voilà, c'est une manière de se mettre peut-être, bien avec, les dieux, et puis le cosmos, et puis les règles qui régissent tout ça pour, sa culture à elle. Donc du coup, voilà, c'était un moment important, malgré tout. Et à partir de là, donc on s'est accordé le droit, d'aller plus loin, physiquement, ensemble. Et c'est vrai qu'il y a eu je me rappelle de ce moment à l'hôtel où je dévoile, en fait, son corps, où je commence à voir, à soulever, les vêtements, à les défaire, et cetera, et centimètre par centimètre à découvrir, bah, ce qu'était ma femme, en fait, et à me dire à chaque centimètre découvert que c'était fou, que je m'étais pas trompé du tout,
Et même, ça allait au-delà de mes espérances. Elle était, en fait, elle avait un corps sublime. En plus d'être très gentille et très intelligente et très attachante. Et elle avait que des qualités, en fait. J'ai pas réussi à lui trouver un seul défaut. C'était une scène assez folle de découvrir son corps, en fait. Puisqu'il faut quand même l'avouer, ça faisait partie quand même de mes préoccupations. Il fallait que je l'aie, quoi. Il fallait que je la conquière. Il fallait que je sache. Arrive le lundi, arrive en tout cas le jour où on arrive à l'ambassade, où on se présente. C'est vrai qu'on a vécu quelques jours avant un peu éprouvants, où on devait tirer quand même des tronches un peu blafardes et un peu angoissées, puisque quand j'ai dit, que lorsqu'on m'a reçu, la raison de notre visite à l'ambassade, donc à savoir, bah voilà, je vous présente Bindou, je suis un ressortissant français, on voudrait se marier. Elle est indienne et je voudrais l'emmener en France, qu'elle ait un visa, etc. On m'a tout de suite dit, eh ben, pour des jeunes mariés ou des jeunes qui s'apprêtent à se marier, vous tirez une drôle de tronche. Et donc là, j'ai compris qu'on était peut-être sûrement pris par, en tout cas, de l'angoisse était visible sur nos visages. Et là, tout de suite, c'est la douche froide, en fait. On est reçu dans un bureau avec un type assez froid qui me demande de raconter l'histoire. Et donc, je raconte. Je lui dis, voilà, Bindou, on est tombé amoureux. Elle s'est enfuie de chez elle. Et on voudrait un visa pour elle et se marier. Et là, il me dit, écoutez, vous voyez l'armoire derrière moi? Donc, il me montre une grande armoire en bois. Je dis, bah oui, je la vois. Il me dit, bah voilà, c'est rempli de dossiers tels que les vôtres, des gens dans votre situation, et ils vont tous dans le mur. Et là, je dis, je comprends pas ce qu'on me raconte là. Et là, il me dit, ne faites pas ça, ça ne va pas marcher. Est-ce que vous connaissez ses intentions à elle? Est-ce qu'elle n'est pas avec vous juste pour avoir un visa? Et est-ce que ça va vraiment fonctionner? Vous êtes jeune, etc. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on me répond tout ça. Et je me dis que le type, il a vraiment pas envie qu'on soit heureux. Et il me dit, bah écoutez, très bien, moi je peux pas, de toute façon, je peux pas aller contre votre volonté. Vous voulez un visa pour elle, et bah de toute façon, très bien, on va essayer de faire ça. Présentez-moi, donnez-moi son passeport. Je dis, mais on n'a pas de passeport pour elle. En fait, elle a jamais eu de passeport. On n'a pas fait la demande parce que je savais qu'elle avait pas de passeport, mais j'avais demandé à un type au bled donc de Alapi, un type de l'entourage de la guest house. J'aurais pas dû l'écouter parce que c'était un héroïnomane qui avait un aigle chez lui et qui m'a dit, t'inquiète pas, il suffit que tu fasses la demande du visa, tu auras le passeport dans la foulée, ça va être très simple, en 3 jours c'est réglé. Et en fait, c'est pas vrai du tout, il fallait demander un passeport, c'est au moins 2 mois de délai d'obtention. Et avant qu'elle ait ce passeport, elle pouvait pas faire de demande de visa. Donc là, techniquement et administrativement, on n'était pas bon. On n'était pas bon du tout. Moi, j'étais à Delhi avec Bindou, sans trop d'argent. Mon visa expirait peut-être 2 ou 3 semaines plus tard. Et donc, quand l'ambassade, le type de l'ambassade me dit ça, il me dit, écoutez, je vois qu'une solution pour vous. Donc là, on parle en français. Mais Bindou, même si elle comprenait pas le français, comprenait que ça allait pas comme on aurait voulu que ça aille, parce qu'elle commençait déjà à pleurer. Je voyais qu'elle me demandait qu'est-ce qui se passe, qu'elle voulait que je lui traduise. Et moi, je lui disais, mais écoute, j'attends de bien comprendre avant de t'expliquer. Et là, le type me dit, écoutez, il n'y a qu'une solution, c'est que vous la rameniez le temps qu'elle ait son passeport, vous devrez rentrer en France. Donc là, le mieux à faire, c'est de reprendre contact avec la famille. Ramenez-la, pas chez elle, mais à la porte de sa région, parce qu'ils vont vous couper la tête. Et puis vous reviendrez quand elle aura son passeport et vous ferez ça d'une manière plus officielle. Et donc moi, je pars de ce rendez-vous un peu effondré, en devant expliquer à Mbindou ce qu'il en était. En disant, bah là, on n'est pas bon, t'as pas de passeport, c'est 2 mois, moi, je peux pas rester, je peux pas attendre avec toi. Donc, il va falloir qu'on reprenne contact. Et c'est vrai que la famille, il faut savoir qu'ils sont réveillés le matin sans Bindou, ils n'ont rien compris du tout. Ils ont mis 2 ou 3 jours à comprendre que c'est peut-être avec moi qu'elle était partie. Et ils ont écrit, donc elle a une adresse email, et ils l'ont écrit en disant, mais prends contact avec nous, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, c'est ce qu'on a fait. On a envoyé des emails, je crois. Au début, on les a eu ensuite au téléphone, et eux, leur discours, c'était rentrer. Vous avez fait une bêtise, mais rentrez, on va en parler, et on va voir ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Alors moi, je ne pouvais pas forcément prolonger. En tout cas, je n'ai pas cherché à voir ça. Et puis, c'est vrai que je me disais 2 mois, je n'allais pas rester 2 mois à attendre sur place. Et puis, je me rendais compte que c'est vrai, s'il fallait qu'on se marie, il fallait de l'argent. Enfin,
Et tout d'un coup, je commençais quand même à rentrer un peu dans le vif du sujet et à comprendre. Parce qu'il y a eu tout le moment avec Bindou d'effervescence, enfin on peut vivre cet amour, enfin on est ensemble. Et puis en même temps, la réalité qui commençait à se faire de plus en plus visible et à pas annuler cette force d'amour, mais à venir l'encombrer d'une certaine manière. Donc moi, je me rappelle de ce séjour avec Bindou à Delhi comme pas facile. Et on passait un peu du rire aux larmes. On sentait que ça allait pas être si simple. Donc on avait encore des moments de grand bonheur à deux, dans notre intimité, où on riait beaucoup, et puis parfois où on pleurait aussi parce qu'on sentait que peut-être que cette histoire nous dépassait un peu et qu'on avait fait un peu peut-être n'importe quoi. Donc voilà, le plan, on avait repris contact avec la famille, on a dit ok, on rentre et on s'explique. Donc on est resté quand même 2-3 semaines à Delhi, et c'est 2-3 semaines un peu compliquées où j'avais plus d'argent. On allait manger à droite à gauche. Là, j'ai fait l'erreur de boire un verre d'eau dans un restaurant népalais sans demander si l'eau était bouillie au préalable, ce qui fait que je suis tombé malade comme jamais. Donc elle m'a veillé. Et puis comme elle m'a veillé, elle a fini par elle-même tomber malade, donc j'ai dû la veiller. Donc ça nous a retardé un peu dans le retour. Mais bon, voilà, on s'est veillé, on a pris soin l'un de l'autre, et puis on arrivait à s'aimer comme on pouvait. Et puis le retour, donc voilà, il a fallu prendre le train de retour, 3 jours de train, où là on était déjà un peu plus rodés aux ambiances et aux débats de société. Et donc on rentre, c'est vrai qu'il y a un peu la frayeur dans l'âme. Je me dis, là, il va falloir que j'affronte la famille, tous ces gens avec qui je m'étais si bien entendu d'une manière si légère, sans conséquence. Là, tout d'un coup, j'ai quand même volé la sœur de Ratish, la fille de la maman que j'adorais, du papa que j'aimais beaucoup. Il va falloir que j'affronte tous ces gens. Donc à l'ambassade, ils m'ont dit, n'y allez pas. Ils vont vous couper la tête. Moi, je savais quand même que l'ambiance là-bas, c'était pas ça. Et puis, de toute façon, je me sentais pas du tout de l'abandonner avant le train ou à la gare. Et il fallait que j'affronte tout le monde, parce que j'étais quand même amoureux d'elle, et il fallait que j'explique mon programme. C'est vrai qu'il y a un sentiment cuisant d'avoir fait une bêtise, mais en même temps, c'était pas la honte absolue, puisque j'étais quand même fort de l'amour que j'avais pour elle. Et si je revenais les affronter, c'était justement pour leur dire que oui, on avait fait une erreur, mais que je l'aimais vraiment et que c'était très réfléchi, très profond, et que j'allais assumer, et que voilà, malgré ce faux pas, tout allait rentrer dans l'ordre, et que voilà, j'avais un programme maintenant, j'allais rentrer à Paris le temps qu'elle ait son passeport, et profiter de ce temps-là pour travailler, réunir le maximum d'argent, lui en envoyer entre-temps, et puis revenir avec de l'argent pour pouvoir organiser un mariage, parce que ça coûte assez cher là-bas. Et puis, une fois qu'elle était mariée, pouvoir avoir en toute sérénité repartir avec elle en France, à Paris. Donc on fait ces 3 jours de train, et là, on arrive à la gare d'Alapi avec la mousson. C'est les premières pluies de la mousson, à savoir un orage extraordinaire, et la pluie qui s'abat d'une manière très lourde, la nuit totale, sinon les éclairs. Et là, donc dans cette ambiance-là d'orage, qui était parfaite, déjà j'avais cette conscience que les éléments illustraient assez bien l'histoire. Il y a le frère qui nous attend à la gare, droit comme un piquet. Et moi, pendant tous ces moments où j'ai dû affronter un peu son entourage, je suis resté très calme et très. On m'a d'ailleurs demandé, mais comment tu fais pour être si calme? Je me suis dit que j'avais pas d'autre choix, j'allais pas m'exciter. Et puis je suis resté calme, et je me suis dit, bon voilà, il faut que j'assume cette chose que je comprends pas très bien, mais qu'il faut que j'assume. Voilà. Et donc le frère nous accueille, il me tend une main assez froide, et puis il me dit, bah, assis-toi dans le rickshaw, le taxi à 3 roues, là. Il me dit, assis-toi à côté de Bindou. Il me laisse m'asseoir à côté d'elle. Donc je me dis, bah voilà, il accorde quand même une forme de place à cette histoire. Et donc je l'ai interprété comme, voilà, tu as choisi ta destinée, bah soit. Et c'était une manière de montrer qu'il l'acceptait aussi. Voilà, donc il me laisse m'asseoir à côté d'elle, il s'assoit à ma droite, et puis on est parti sans un mot pour rejoindre la maison familiale, sous la pluie, avec l'orage. Et là, on arrive au moment de la prière. Normalement, toute la famille prie dans le salon. Et là, quand on arrive devant la maison, je vois que sous le porche, il y a le père, ce qui n'était pas habituel, qui est sur un rocking chair et qui regarde droit devant lui, sans nous adresser ni un mot, ni un regard. Il regarde tout droit devant lui, et les autres sont en train de prier dedans. Donc elle va s'effondrer à ses pieds.
Alors elle m'a traduit plus tard ce qu'ils se sont dit, c'était pas si facile parce que lui disait: «Écoute, tu as jeté le déshonneur sur la famille, tu es la honte de la famille, maintenant on pourra plus être respecté, tu n'es plus ma fille». Et elle lui disait en pleurant: «Pardonne-moi papa, je t'aime papa, pardonne-moi». Donc très rapidement, on me dit: «Viens, on va dans la maison d'à côté». Il y a un type qui s'appelle Jason, qui parlait bien anglais, donc c'est pour ça qu'on allait là-bas pour qu'il serve d'interprète, puisqu'il s'agissait de ce qu'on se comprenne bien et clairement. Et puis, on me demande donc: «Quel est ton programme?» Donc je dis: «Bah, voilà, on n'a pas fait les choses, bien. Moi, j'aime votre fille», je leur explique: «J'aime votre fille, je veux me marier avec elle. On a fait une bêtise, mais bon, voilà où on en est. Il faut qu'elle ait un passeport, je veux l'emmener en France, je veux me marier». Et là, ils me disent: «OK, très bien. Est-ce que, tu peux nous donner ton passeport et une partie des bagages? On voudrait pas que tu partes tout de suite, tu vas rester une semaine». Et je dis: «Bah, d'accord, très bien, le temps qu'il faudra». Et en fait, là, tous les jours, j'ai eu le droit à des rencontres avec, un jour une nonne, un autre jour un avocat, où en fait, il me faisait défiler tous ces gens-là pour que je comprenne que, c'était pas un engagement à la légère et que si je revenais pas et que si je respectais pas ma parole, la vie de Bintou était finie. Donc il voulait bien s'assurer, en fait, que je comprenne ça avant de partir et de revenir, comme je m'étais engagé. Donc c'est vrai que ça a été un peu particulier, je me sentais un peu séquestré et j'ai bien compris, mais j'acceptais qu'il me mettait un peu la pression pour que je comprenne que ce que ça impliquait, voilà, ça impliquait pas n'importe quoi. Et donc bah, ça n'a pas été le moment le plus agréable du séjour parce qu'en plus j'étais complètement déconnecté de Bintou. On a pu s'arracher peut-être un baiser, à un moment donné dans le salon, voilà, mais c'était plus du tout le moment de nous laisser, tous les 2 seuls. Et donc moi j'avais pris un hôtel, je me rappelle, une chambre ronde, sans angle, qui était un peu angoissante. Et donc voilà, j'ai passé cette semaine à avoir des avocats, à signer des papiers, je pense sans aucune valeur, mais bon, eux pensaient me cadenasser d'une certaine manière et m'obliger à revenir. Progressivement, ce qu'il faut quand même dire, c'est que je me suis quand même rendu compte, parce que ça partait au début d'un sentiment fou d'amour, débordant, qui n'acceptait aucune contrainte et aucune raison. Et petit à petit, puisqu'on s'était quand même frotté à la réalité, là, avec le voyage, avec l'ambassade, avec la vie à deux, et puis avec les heures qui passent et les jours qui passent, c'est vrai que il y a une progression quand même dans mes sentiments et dans l'image que je me faisais de cette histoire. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en temps réel que la peur était antinomique de l'amour et que je sentais que plus la réalité me rappelait qu'il y allait avoir des obstacles et que ces choses n'étaient pas si faciles, et donc la peur que ça pouvait engendrer pouvait gâcher d'une certaine manière ou me faire, pas atterrir de mon rêve, mais pouvait en quelque sorte m'empêcher de développer l'amour que je pouvais avoir pour Midou. Donc je sentais déjà que c'était pas si bon et qu'en effet, j'avais peut-être fait une bêtise. Je crois que je me suis rendu compte à un moment donné que, même si je le savais finalement avant de partir, que j'organisais une grosse bêtise, voilà, j'avais besoin peut-être de l'éprouver, et en tout cas en l'éprouvant, je me rendais compte que ça allait pas être si simple en fait, que mon amour pour Binou n'allait pas suffire à dépasser tous ces obstacles qui étaient dus à la différence de culture, à mon jeune âge, au fait que j'étais pas du tout réalisé dans ma vie, que j'avais rien vécu encore de significatif, et que, voilà, que c'était un engagement fou, en fait, dans ces conditions-là. Et du coup, bah, ça a été un long grignotage, en fait, de la raison et de la peur contre les sentiments fous et romantiques de l'amour, et ça a été une sorte de lutte interne que j'essayais de gérer au mieux que je pouvais. Mais en même temps, à ce moment-là, il faut quand même comprendre que j'étais quand même encore plein de sentiments pour Bintou, et puis il n'était pas question de toute façon que je me dérobe puisque j'avais maintenant à ma charge, et je pouvais pas la laisser. C'était pas du tout, juste je me rendais compte que ça allait pas être simple, mais jamais je me disais: «Je vais l'abandonner, je vais la laisser». Je me rappelle de cette fois où on s'est embrassés, donc de manière très fougueuse, et parce on vivait un moment dur, elle surtout, puisqu'elle était dans sa famille. Elle avait cassé beaucoup des codes elle avait fait comme un coup extraordinaire à s'enfuir, sans prévenir. Et du coup, on vivait une forme de détresse, en fait, et donc il fallait à la fois se rassurer et puis à la fois elle me manquait, donc ça a été un baiser, je me rappelle, assez douloureux parce qu'il pouvait pas du tout nous calmer d'une certaine manière, et puis c'était
c'était un baiser volé et puis on avait peur de se faire prendre. Voilà, c'était un peu terrifiant au final. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'on était quand même dans une drôle d'affaire tous les 2. Et puis elle était malheureuse, elle pleurait parce que, voilà, elle avait déçu toute sa famille, elle avait chamboulé tout l'équilibre de sa famille. Il fallait que j'assume. Donc j'étais prêt à le faire. Au bout d'une semaine, je suis reparti. Ça a été plutôt déchirant de quitter Bindou, et de la laisser là dans ces conditions-là. Je prenais un car pour Bombay. Une fois Bombay, il a fallu que je prenne un train pour Delhi. Bon, j'étais que dans la tristesse du départ et puis j'allais rejoindre mon ami Paul qui m'attendait à Delhi. Notre avion était 2 jours plus tard, 3 jours plus tard. Et donc, ça allait être mon anniversaire. J'allais avoir 21 ans, en fait, l'âge légal pour se marier, parce que je l'avais même pas, donc au moment où j'ai entrepris cette chose avec Bindou. Et du coup, voilà, j'ai fêté mes 21 ans de manière absurde à Delhi dans une boîte de nuit vide où on n'était que 3. Et puis, voilà, je suis rentré à Paris. Je suis rentré à Paris, j'ai atterri. Quand je suis rentré d'Inde, ouais, on m'a pas trop posé de questions, mais clairement, tout le monde était au courant. Ils savaient que j'avais fait un peu n'importe quoi. Donc moi, la disposition dans laquelle j'étais, je suis rentré en France en me disant, il faut que je travaille maintenant et que je gagne de l'argent pour en envoyer à Bindou et puis en réunir suffisamment pour pouvoir retourner là-bas et me marier. Et en fait, donc, en effet, je me suis mis à bosser dans le bâtiment, je faisais des gâchets de ciment, j'étais le manœuvre sans compétence dans un chantier. Voilà, je gagnais un peu d'argent, j'envoyais 100 euros à la Western Union à Bindou toutes les semaines, ce qui était beaucoup d'argent, peut-être tous les mois en fait, c'est beaucoup toutes les semaines. Bon, bref. Et en fait, ça va être dur à raconter cette période. Parce que c'est une période en fait où chaque jour qui passait, en fait, je voyais que j'étais de moins en moins prêt à y retourner. En fait, pour moi, j'étais sûr d'y retourner puisque l'inverse était impossible. Mais c'est vrai que très rapidement, j'ai compris que c'était moins fluide que ce que je pensais, moins inscrit dans le réel que ce que je pensais. Et c'est vrai que de retour à Paris, sans vouloir me l'avouer tout de suite, je crois que j'avais compris en fait que j'avais fait une bêtise. Et donc, très rapidement, j'ai émis des hypothèses. Je me suis demandé, je me suis projeté. En fait, je me suis dit, qu'est-ce qui va donc arriver? Il faut que je retourne là-bas, que je me marie avec Bindou et que je la ramène en France. Et c'est vrai que je me rendais compte que ma vie à Paris n'était pas du tout construite. J'étais encore chez ma mère, je fumais des pétards, j'allais boire des cafés. Et c'est vrai que j'avais du mal à lui faire une place dans mon imaginaire, à me dire, mais oui, je vais être avec elle, on va devoir trouver un appart, que je trouve un boulot. Bon, là, je fais du chantier, mais je vais peut-être pas faire ça toute ma vie. Et puis, j'arrivais pas à faire prendre corps à cette hypothèse-là. Et pourtant, j'avais pas du tout le choix que ça n'arrive pas. C'est-à-dire que ça devait arriver, puisque si ça n'arrivait pas, elle mourrait. Donc, c'était pas possible. Mais bon, c'est pas arrivé tout de suite dans mon esprit, mais au début, bien sûr que j'allais revenir, et puis au fur et à mesure des semaines, je me rendais compte qu'en fait, je préparais rien de précis pour que ça arrive. Et juste, je lui envoyais de l'argent, et puis elle me demandait, mais quand est-ce que tu rentres? Et moi, je lui disais, mais bientôt, il faut juste que je réunisse assez d'argent, mais en même temps, je m'étais pas non plus fixé une somme précise. Enfin, je voyais que j'étais pas dans un truc très actif, et que juste, en fait, je me laissais le temps d'atterrir, en fait, de ce voyage, et surtout que je me laissais le temps de découvrir que j'avais déjà compris, en fait, que c'était peut-être une erreur et que c'était une grave erreur, du coup, puisque ça impliquait quand même des destins, un virage dans le destin de cette fille qui était insupportable à imaginer, puisque je l'aimais encore, malgré tout. Donc c'est là où c'est un peu difficile de décrire le sentiment d'amour qui se défait un peu plus chaque jour et qui laisse place à une culpabilité. Et puis c'est vrai qu'elle devenait de moins en moins réelle pour moi, parce que je la voyais plus, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, d'une manière assez progressive. Je me rendais compte, en fait, face à moi-même, que j'organisais rien pour y retourner et que je nourrissais pas forcément une grande ferveur dans ce retour, même si je me laissais pas le choix d'y renoncer. Donc, très rapidement, je suis allé voir un psy parce que je comprenais, en fait, que je rentrais dans une torture mentale parce que, en fait, voilà comment, une fois que j'ai compris que ça me dépassait, que, en fait, j'avais aucune garantie de la rendre heureuse. Et donc, c'est ça qui me semblait très sombre. C'est-à-dire, je me disais, mais en fait, donc tu as fait une bêtise, Gabriel. Donc, si tu retournes et que tu te maries avec elle comme prévu, il y a très peu de chances pour que vous ayez une vie heureuse à deux. Et donc, est-ce que c'est vraiment un cadeau que je lui fais à respecter ma parole,
Donc il y avait cette possibilité-là que je n'y retourne pas et qu'elle perde, elle, son honneur, ou alors la possibilité que j'y aille, mais que je me sacrifie d'une certaine manière et que sans aucune garantie qu'elle soit heureuse. Donc en fait, il n'y avait pas de bonne solution et donc je retournais ça dans ma tête de manière continue en changeant d'avis toutes les 2 heures, en me disant: «Mais non, je suis obligé d'y retourner parce que je peux pas la laisser mourir. Je l'aime encore, c'est la femme de ma vie, n'oublie pas Gabrielle». Et puis très rapidement, j'allais au bout de cette hypothèse et je me rendais compte que c'était pas si possible que ça. Et donc en fait, je me dis: «Bah non, je peux pas y retourner, je la rendrai pas heureuse quoi qu'il arrive, c'est l'enfermer, ça va être la gâcher que de faire ça». Mais donc si je peux pas y retourner, c'est que je la condamne à plus avoir de vie, à être détruite socialement et à envisager que le suicide ou je sais pas quoi d'autre. Et donc il y avait pas de bonne solution et donc je retournais, donc je changeais encore d'avis et je me disais: «Bah non, il faut que j'y aille et non, je peux pas y aller». C'était une torture et elle de m'envoyer donc des mails, «Alors Gabriel, quand est-ce que tu rentres?» Il y a quand même des semaines, des mois qui passent. Je devais revenir au bout de 3 4 mois. Au bout de 5 6 mois, elle comprend que les choses traînent un peu, donc je lui dis: «Écoute, c'est un peu plus compliqué que prévu, j'essaie d'avoir un peu plus d'argent». Et alors déjà, quand je lui dis ça, je sais que je suis pas complètement honnête avec elle. Et en fait, ça veut dire mes sentiments sont plus du tout aussi solides qu'avant et j'ai des gros doutes concernant mon retour, mais ça, bien sûr, je lui dis pas. Et donc, je suis déjà dans un rapport un peu faussé avec elle, donc plein de culpabilité. Je lui envoie de l'argent en me disant: «Au moins là, ça, de moi», ce qui est vraiment pas, je pensais pas que ça allait être ça, juste la preuve d'amour et tout ce qui allait rester, en fait, de notre relation. Et puis très rapidement, en fait, j'ai compris, j'ai compris que j'allais pas y retourner, que c'était pas possible. Et bien sûr, pour le temps de trouver le courage de lui annoncer, de me le formuler à moi clairement, ça a mis quelques semaines, voire quelques mois, où elle a encore eu le temps de m'envoyer beaucoup de mails en me disant: «Mais qu'est-ce qui se passe? Où es-tu Gabriel? Tout le monde se moque de moi, les gens me pointent, du doigt dans la rue en me disant: "Mais ton homme blanc, il va jamais revenir, mais il s'est bien foutu de toi, tu"». Bon voilà, j'imagine que ça a dû être horrible pour elle. Elle me parlait de suicide, elle me dit: «Si tu reviens pas, clairement, je me suicide». Et donc je dis: «Bon». J'étais en train de la lâcher tout simplement. J'étais en train de la lâcher à son sort. De toute façon, il était presque passé 1 an. Il y a eu 1 an d'attente où elle attendait, elle me disait: «Mais qu'est-ce que tu fais?» truc. Et au bout d'1 an, j'ai fini par lui dire: «Écoute, Bindou, c'est». Et en fait, j'ai mis beaucoup trop de temps à lui dire, mais je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit: «Bindou, je vais pas revenir, c'est horrible ce qui se passe. Mais c'est trop compliqué, on n'a pas assez bien réfléchi, ça implique plus de choses pour toi que pour moi. Et c'est horrible, c'est tragique, je sais pas comment te le dire, je sais pas comment je vais pouvoir faire pour réparer. Je vais t'envoyer de l'argent, je vais essayer de te soutenir par tous les moyens, mais je vais pas pouvoir venir, me marier avec toi». Je lui ai écrit ça dans un mail. C'était horrible parce que moi, j'avais déjà formulé ça depuis longtemps, dans mon esprit et là, je devais lui annoncer parce que je pouvais pas la faire attendre, toute sa vie, un potentiel retour. Et donc du coup, bah, je pense que j'avais bien, l'impression d'être un salopard à un moment où j'ai envoyé ça et d'avoir complètement merdé, d'avoir complètement, déconné, d'avoir peut-être détruit une vie. Donc j'étais en train de me dire que oui, j'ai peut-être en train de détruire sa vie. Donc une fois que je lui annonce que malheureusement je vais pas pouvoir revenir, la voir et me marier avec elle, là elle essaie de me convaincre, elle accepte pas du tout, ma décision. Donc elle essaie de me convaincre en me disant: «Écoute, si tu reviens pas, je meurs. Ma vie est vraiment finie». Et elle m'a pas lâché pour autant. C'est-à-dire elle m'a envoyé des mails régulièrement, pendant 1 an encore derrière. Pour tous mes anniversaires, pour toutes les fêtes, elle m'a envoyé, un mail de rappel en disant: «Écoute, j'espère que tu vas bien, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux». Et elle finissait ses mails par, «Always yours» en anglais, donc toujours à toi ou toujours tienne. Et c'est vrai que ça m'effondrait je me disais: «Mais ça se trouve, je suis en train de laisser partir, en fait, vraiment la femme de ma vie qui était si pure dans son amour, est si entière». Donc je me dis: «Là, tu es en train déjà d'assister à la détresse de cette fille et de la perdre et peut-être elle-même en train de se perdre». Donc c'était assez tragique, il faut quand même l'avouer. Et je trouvais ça assez fou qu'elle continue, que quoi qu'il arrive, quoi que soit ma décision, elle continue à me souhaiter le meilleur. Et je comprenais pas, je savais pas si c'était, j'avais pas l'impression que c'était une tactique, en fait, de sa part pour que je revienne ou essayer de pas perdre le lien avec moi, mais je voyais là, en fait, une sorte de grandeur d'âme et de cœur. Le
temps a passé, les rapports se sont distendus, les échanges de mails se sont distendus. Et puis j'ai commencé à essayer de prendre des nouvelles par des gens qu'on connaissait en commun sur place. Et donc j'ai appris, au bout de 2 ans, donc après que je sois rentré, qu'elle avait déménagé dans un autre état et qu'elle avait trouvé un emploi de professeur. Donc déjà, j'ai eu une sorte de soulagement en me disant, bon, bah, déjà, elle s'est pas suicidée, elle est pas morte. Et puis, elle a une chance là, dans un nouvel état. Je pense que c'est pour ça qu'elle l'a fait, pour se réinventer une vie dans un milieu où personne se moque d'elle et où elle peut se reconstruire, en fait, depuis zéro. Et encore un an après, j'ai appris qu'elle s'était mariée. Et encore un an après, qu'elle était enceinte et qu'elle attendait un enfant. Donc on peut se dire que je vais pas détruire complètement sa vie. Je sais pas du tout si elle est heureuse aujourd'hui, si elle a vécu un mariage heureux. Mais au moins je me suis dit qu'elle a eu une chance de repartir un peu dans sa vie et qu'elle s'arrête pas là-dessus. Je pense que en fait, là où ça n'a pas eu d'incidence, en tout cas à ma conscience, directe sur les faits, c'est que je pense que c'était une sorte de bulle, en fait, une sorte de parenthèse. C'était comme un rêve duquel j'ai atterri en atterrissant, pour le coup, littéralement, en rentrant d'Inde, en arrivant à Paris, même si j'ai mis du temps à comprendre que je m'étais réveillé. Mais je pense qu'en effet, c'est là où j'ai du mal à faire un lien entre cette histoire et la réalité et l'incidence que ça a pu causer. Parce que je pense que c'est assez particulier, ça a été comme une parenthèse, un truc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je raconte l'histoire, j'ai du mal encore à vraiment revivre les émotions telles que j'ai pu les vivre à l'époque, à me revivre exactement ce voyage, puisque oui, c'est comme si je sais que ça arrivait, mais il y a quand même ce sentiment un peu absurde et irréel, en fait, on va dire, un peu difficile à connecter à ce qui nous entoure. Je pense que c'était en effet comme un rêve et un épisode bien à part dans mon existence. C'est vrai que sur le retour, en fait, je suis allé voir un psy qui m'a dit, je lui ai raconté l'histoire, et il m'a dit: «Oui, mais vous savez, il y a un livre, qui s'appelle Les fous de l'Inde, qui répertorie ces cas-là d'occidentaux qui arrivent en Inde et alors qu'ils n'avaient pas forcément un terrain, très fragile, dès qu'on pense, après quelque temps en Inde, et puis, certains se prennent pour Napoléon, d'autres pour Jésus, avec différents, niveaux de gravité, et en fait, on ne sait pas trop quoi faire pour ces gens qui décompensent, sinon qu'on s'est aperçu qu'une fois, rapatriés, d'urgence dans leur ville d'origine, ils sont guéris dans les 2 heures après l'atterrissage. Donc ils sont quand même aperçus qu'il y avait un souci pour certains occidentaux, et donc ils expliquent ça, par le choc culturel qu'il peut y avoir, la portée mystique qu'il y a en Inde avec tous ces dieux, ces croyances, et cetera, et puis, la misère qui peut être déstabilisante dans les codes, qu'on retrouve pas, en fait, une fois sur place, et donc tout ça, mis à bout, peut provoquer, chez certains une décompensation, un décollement réel de la réalité, et il se peut que j'ai un peu souffert de ce syndrome, de cette chose-là, puisque, c'est vrai, quand on y repense, c'est sûrement on dit une folie douce, une folie d'amour, quoi. J'ai vécu un moment, de bonheur assez intense, les semaines dans ce bled d'Alapi, où j'étais très apprécié, très populaire, donc tout d'un coup très narcissisé. Je pense que tout ce bonheur, ce sentiment de liberté m'a, un peu enivré, et que j'étais pas prêt à accepter autant de bonheur d'un coup, et je pense que ça a préparé là, en fait, déjà un certain décollement de la réalité, a préparé, on va dire, la suite de l'épopée, parce que, il y avait déjà des bases pas très inscrites dans la réalité. Donc, moi, très heureux, alors que je suis plutôt torturé, anxieux, un peu peureux, et cetera, et tout d'un coup, là, c'était l'inverse, plus rien me faisait peur. Pour une aussi belle cause que l'amour, ça me semblait être parfait, en fait, comme, agencement, et du coup, je pense que oui, j'ai voulu croire en un rêve, un rêve, éveillé, mais,
Voilà, j'étais pas complètement dupe. C'est-à-dire que je sentais en même temps que ce que je faisais était tragique. Et à la fois, il fallait absolument que j'arrive au bout de cette histoire. Il fallait que je la vive, en fait. Et donc, je pense que ça devait répondre à une grande frustration et ça devait répondre à un désir d'absolu qu'on peut avoir beaucoup, de manière très intense à cet âge-là. Un désir d'amour, d'absolu, de grandeur, de choses qui dépassent un peu l'entendement et la raison, mais sans avoir les épaules pour accueillir toutes ces grandes choses, en fait. Au fond, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une bêtise, en fait. J'ai déstabilisé une vie et ça a failli être dramatique. Gabriel était au micro de Caroline Gillet et Lola Costantini, qui a monté et réalisé l'épisode, et c'est Pauline Thompson qui a composé la musique. Le mixage est de Jean-Baptiste Aubonnet. Et si vous avez des histoires, écrivez-nous à podcast@slate.fr. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.